BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h17, c'est Julien Vercueil, économiste et à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin parce qu'on a évidemment plein de questions, que vous êtes un spécialiste de la Russie et que notamment sur le plan économique, plein de choses ont été dites par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire hier, qui parle d'effondrement à venir de l'économie russe. Joe Biden tout à l'heure qui dit Vladimir Poutine ne sait même pas à quoi il s'expose et il s'attend. Est-ce qu'on est en guerre contre la Russie ? Certainement pas. Je crois qu'il ne faut surtout pas laisser croire, y compris à la population russe, que l'Europe serait en guerre contre la Russie. L'Europe soutient l'Ukraine. Il y a donc des sanctions. Les sanctions économiques, c'est d'une certaine manière la manière de répondre à une agression militaire, une manière qui est pacifique, mais qui est ferme. La question, c'est de savoir comment, par ces sanctions, cibler les bons responsables et éviter qu'il y ait des effets collatéraux trop dommageables sur la population et sur les entreprises russes qui vont certainement souffrir quand même de cette situation. Alors justement, les sanctions économiques, vous le disiez, elles sont inédites. Jamais on n'avait frappé autant la Russie au portefeuille entre la saisie, le gel des réserves de la Banque centrale de Russie, le gel, voire la saisie des biens des oligarques, évidemment la demande faite aux entreprises françaises de se retirer de Russie. Alors on voit la contre-attaque des Russes qui hier ont interdit aux entreprises étrangères de quitter la Russie, ce qui a d'ailleurs soulagé les entreprises françaises qu'on a contactées ce matin de ne pas avoir comme ça aussi vite à changer de braquet. Inédit donc ce niveau de sanctions économiques sur un pays comme la Russie ? Sur un pays comme la Russie, oui, tout à fait inédit. Par contre, on a un exemple de sanctions qui avait réussi à faire plier un régime, c'est l'Afrique du Sud. Ouais. Mais ces sanctions étaient totalement mondiales et le régime d'Afrique du Sud à l'époque avait véritablement été mis au banc des sanctions. Et ça a eu un effet. Sinon, toutes les autres sanctions historiques n'ont pas eu d'effet sur la conduite d'opérations de type militaire ou la répression sur un peuple par un dirigeant dictatorial. C'est intéressant de parler de couverte avec l'Afrique du Sud parce que la question du coup c'est est-ce que la Russie a les moyens, elle, de contourner ces sanctions occidentales, par exemple avec la Chine, est-ce qu'il y a des échappatoires ? Alors, l'économie russe est une économie qui est fortement reliée au reste du monde. Et elle a une assez grande variété de partenaires commerciaux et de partenaires d'investissement. La Chine est un des principaux partenaires de la Russie. Mais il y a aussi une relation asymétrique entre la Russie et la Chine, ne serait-ce qu'en termes de taille. Les PIB aujourd'hui de la Chine, c'est à peu près 8 fois à 10 fois. Si on raisonne en taux de change courant, maintenant c'est plus le PIB de la Russie. Donc, pour ce qui est de se retourner en quittant ses partenaires traditionnels que sont l'Union européenne, la Grande-Bretagne et les États-Unis, se retourner vers la Chine, la Russie va se retrouver finalement dans une situation à nouveau de difficulté, de relations, de faible à fort. C'est ça, avec la Chine. C'est absolument pas ce que cherche Vladimir Poutine. Ouais. C'est là où la situation risque d'être un peu une impasse pour lui. Ouais. Est-ce que les choses commencent à bouger ? On a vu quand même, on était étonné de voir dans la délégation russe face à la délégation ukrainienne en Biélorussie la présence d'un oligarque. Est-ce que vous pensez que ces sanctions, vu la manière dont elles ont été définies, elles peuvent commencer à créer un peu des fissures au sein du pouvoir russe autour de Vladimir Poutine ? Je pense que c'est un des très gros enjeux de ces sanctions, c'est d'arriver à détacher le dirigeant de sa population, d'une part, et d'autre part, à créer les conditions pour qu'il y ait une scission à l'intérieur des cercles du pouvoir. Alors évidemment, Vladimir Poutine a une emprise sur ses collaborateurs, mais ces collaborateurs pèsent quand même relativement lourd. Le dirigeant de Gazprom, c'est 13% des recettes fiscales de son pays. Le dirigeant de Rosneft, c'est à peu près pareil. Ah ouais. Donc, ce sont quand même des gens qui ont un pouvoir de négociation, et s'ils sont suffisamment nombreux à être suffisamment inquiets de la situation, peut-être qu'il y aura des discussions. Est-ce que vous avez l'impression que... C'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas non plus trop hausser le ton face à la Russie. Il faut peut-être prendre les sanctions qu'on prend, ça c'est bien, mais pas parler de guerre, par exemple, parce qu'il ne faut pas créer une sorte d'union nationale russe autour de son président, justement. Hein. C'est d'autant plus important qu'on n'est pas dans la situation de 2014, où l'annexion de la Crimée par la Russie avait été complètement soutenue par la population russe. Ouais. Là, on est dans une situation où une grande partie de la population russe ne comprend pas du tout
le mouvement qui a été pris par son dirigeant. Et donc, il ne faut surtout pas donner l'impression que l'Union européenne est en train d'essayer de punir la Russie. C'est pas du tout ça. Ce qu'il faut, c'est d'essayer de montrer que des dirigeants ont pris des décisions irréfléchies et qu'il s'agit d'essayer de les circonscrire, les circonvenir par des moyens les plus appropriés, tout en étant extrêmement ferme, car on a vu aussi que lorsque les sanctions sont trop molles, elles ne prennent pas. Est-ce que Vladimir Poutine est pratique un exercice solitaire du pouvoir ? Évidemment, c'est sa caractéristique principale et il est possible qu'il soit un peu dans une forme de fuite en avant, d'où l'importance d'essayer de trouver, d'une manière ou d'une autre, les moyens de créer des arguments contre sa décision, arguments qui puissent être repris dans son entourage proche, car c'est dans son entourage proche que pourront se faire les influences. Vous parlez de fuite en avant, est-ce que, si on reste sur le plan économique, est-ce que pour répondre à ces sanctions économiques occidentales, on peut imaginer d'autres sanctions, dénationalisation d'entreprises étrangères, couper l'approvisionnement par exemple de l'Europe en gaz, couper les câbles de fibre optique qui relient l'Amérique du Nord et l'Europe, comme l'évoquait Anthony Morel ce matin ? Il peut y avoir des actions ponctuelles qui touchent certains éléments symboliques montrant que les Européens sont vulnérables. Bon. Mais nous sommes vulnérables face à la Russie dans ces domaines, en matière énergétique par exemple. Il s'agit de le montrer, donc c'est possible de le faire. En revanche, je pense que les autorités russes réfléchiront aux conséquences pour elles-mêmes de certaines de ces possibilités, en particulier une réduction drastique en gaz. Il faut bien comprendre que l'essentiel des revenus actuellement de Gazprom en devises provient de l'Europe. Et que donc, affaiblir la capacité de générer ces recettes en réduisant de manière unilatérale extrêmement fortement les livraisons, ce serait un coût supplémentaire porté à l'économie de la Russie et ça aurait des répercussions immédiates sur le niveau de vie en Russie. C'est incroyable parce que d'ailleurs, vous le dites, la Russie ne peut pas se passer des ventes de gaz, mais l'Europe ne peut pas se passer non plus du gaz russe. On n'a aucune solution alternative à court terme. Non, c'est vrai, on n'a pas de solution à court terme. On a des solutions à moyen terme, mais pas à court terme. Une des solutions, c'est de réduire notre propre consommation de gaz. Et c'est aussi donc d'électricité, etc. Mais ce sont des choses qui vont prendre sans doute du temps. L'Europe va subir des effets négatifs de la crispation qui a lieu sur le marché du gaz également. Alors on a vu ce décret présidentiel hier soir qui interdit aux entreprises étrangères de sortir des actifs de Russie. Quelque part, je disais, pour l'entreprise française présente là-bas, c'est plutôt rassurant parce que il vaut mieux être obligé de continuer à faire du business avec la Russie malgré les injonctions françaises plutôt que d'être nationalisé ou d'être spolié, par exemple. Bien entendu, je pense que c'est à regarder dans une perspective un peu plus globale. L'idée pour la Russie, c'est d'éviter des sorties de capitaux, donc d'éviter que le rouble s'affaiblisse davantage, parce que l'affaiblissement du rouble se traduira immanquablement par une accélération de l'inflation qui est déjà élevée aujourd'hui. Donc tous les moyens sont bons d'une certaine manière pour éviter une fuite devant le rouble. La France est particulièrement exposé à la Russie. On l'a découvert, c'est le premier employeur étranger en Russie. Il y a des grands groupes français dans tous les domaines, dans l'agroalimentaire, dans la grande distribution avec Auchan, dans le luxe bien évidemment, qui ont une partie importante de business là-bas et de salariés là-bas. Oui, en fait, l'implantation française en Russie s'est faite en 2 temps. D'abord, dans les années 90, c'était essentiellement les matières premières qui intéressaient les entreprises françaises. On voit d'ailleurs encore aujourd'hui Engie Total. Et à partir des années 2000, on a eu un intérêt porté à la consommation russe, qui était en pleine expansion à ce moment-là. Et donc, d'où l'intérêt pour les grandes distributions de venir sur place, puis le luxe, puis l'ensemble des autres biens d'équipement, en particulier l'automobile, dans lesquels les entreprises françaises se sont implantées aussi. On connaît Renault avec sa filiale Lada, qui est le premier fabricant de voitures. Ou Stellantis, donc le PSA, qui est aussi présent à Kalouga. Et donc du coup, tous ces groupes français présents en Russie, comment vivent-ils ces troubles? Est-ce qu'eux aussi peuvent d'une manière ou d'une autre faire pression sur le gouvernement français pour que le niveau des sanctions ne soit pas trop important?
Disons qu'on est dans une situation quand même extrêmement particulière. Ouais. Si l'on confronte cette situation à celle de 2014-2015, à l'époque, les entreprises françaises avaient signifié au pouvoir qu'elles restaient sur place, contrairement à certaines entreprises américaines qui quittaient, et ça avait été apprécié par Vladimir Poutine. Là, je pense qu'on est dans une situation encore différente et que le pouvoir d'influence des entreprises françaises est beaucoup moindre qu'il ne l'a pu l'être dans le passé. Quand vous voyez l'évolution dans les prochains jours, est-ce que, quand on écoutait le discours, on en parlait pendant la publicité, de Vladimir Poutine il y a 15 jours, le lundi, où certains pensaient qu'il s'arrêterait au Donbass, quand on écoutait le discours, on comprenait bien que l'objectif c'était Kiev et l'Ukraine. Est-ce que rien ne se passe comme prévu pour Vladimir Poutine aujourd'hui ? C'est très difficile de répondre à votre question, parce que pour ça, il aurait fallu être dans la tête de Vladimir Poutine, et personne ne l'est, en dépit des déclarations. Donc je pense qu'il est surpris de la résistance ukrainienne. Il est certainement surpris des sanctions européennes. Ouais. Et ça peut le faire, disons, réfléchir, ou au moins dans son entourage, faire réfléchir ses conseillers, et donc entamer un processus de réflexion. Même pour lui, c'est intéressant parce que ce que vous dites depuis tout à l'heure sur l'entourage qui peut faire pression sur lui, ça effectivement, d'ailleurs on sent parfois un peu de fléchissement. Mais lui, dans sa psychologie, vous connaissez bien, est-ce que ça peut l'encourager à peut-être aller encore plus vite, peut-être à faire des gestes fous. Il a évoqué l'arme nucléaire il y a 2 jours. Ou au contraire, vous pensez quand même qu'il y a une part de raison qui fait qu'il peut sentir le rapport de force et sentir que maintenant il doit commencer à faire une ouverture, à négocier ? Non, je ne pense pas qu'on puisse considérer que Vladimir Poutine ne raisonne pas. C'est pas possible. Il raisonne, il a des intérêts, il essaie de les atteindre. Ensuite, la question, c'est comment le pouvoir solitaire altère le jugement. C'est ça. Et là, personne, à part des psychologues, ne pourrait vous donner la réponse, et je ne suis pas psychologue. À suivre dans les prochains jours. Merci beaucoup, Julien Vercueil, économiste à l'Institut national des langues et civilisations orientales, de nous avoir grandement éclairé sur ce qui se passait effectivement à la fois dans l'économie russe et un peu dans la tête de Vladimir Poutine. Merci.